Rarement, la création d'une institution financière de développement n'aura suscité autant de débats, de réflexions et de propositions. En effet, dès la fin des années 60, les États membres de l'Union monétaire ouest-africaine, créés en 1962, font le constat que le seul profit qui découle de leur union se limite au secteur monétaire, alors que les bénéfices d'exploitation de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest sont plutôt confortables et soutenus. La question se pose alors de savoir comment faire pour que ces ressources générées par la Banque centrale puissent servir à soutenir les efforts de développement de ces États membres. De 1969 à 1973, cette interrogation est au cœur des conseils de l'UMOA. Plusieurs solutions sont envisagées, mais au final, le choix est porté sur la création d'une banque de développement. Une banque étroitement liée à la Banque centrale, mais orientée vers le financement d'infrastructures ou d'opérations de longue durée à faible rentabilité. Objectif, promouvoir le développement équilibré des États membres et contribuer à la réalisation de l'intégration économique de l'Afrique de l'Ouest. C'est ainsi que le 14 novembre 1973, les chefs d'État des 6 pays membres de l'UMOA signent d'une part les nouveaux statuts de la Banque centrale et d'autre part l'accord constituant la BOAD, Banque ouest-africaine de développement. Lomé, capitale du Togo, est choisie pour abriter le siège de la banque et la Haute-Volta, actuelle Burkina Faso, est chargée de désigner son premier président, tandis que la vice-présidence est dévolue au Niger. Le 2 mai 1975, le Conseil des ministres de l'UMOA, réuni à Dakar, nomme Pierre Claver Damiba à la tête de la BOAD. De son premier président, Pierre Claver Damiba, jusqu'à l'actuel président Serge Ekoué, la BOAD s'est bonifiée au fil des décennies sous la gouvernance des présidents qui se sont succédés. S'adossant sur le talent du personnel de la banque, chaque nouveau président a su accrocher sa corde à celle de son prédécesseur. La particularité de notre belle institution est que les avancées et les mutations sont faites génération après génération. Et une fois de plus, chaque nouvelle pierre venant renforcer l'édifice, et cela fait 50 ans que cela dure. Quand vous arrivez à la tête de la BOAD, vous héritez d'un esprit, d'une philosophie et d'une méthode, vous permettant d'écrire le chapitre qui est le vôtre, en ligne avec la mission de l'institution et la vision que vous impose l'environnement dans lequel vous opérez. Ainsi, Pierre Claver Damiba, premier président de l'institution, va s'atteler de 1975 à 1981 à rendre la banque opérationnelle. Je dois dire que mes deux priorités, c'était d'abord le renforcement des capacités des cadres et ensuite la construction de la banque. Concernant le renforcement des capacités des cadres que je recrutais, j'ai tenu absolument à ce qu'ils soient encadrés et formés par les assistants techniques. Damiba a compris très tôt que si on veut bâtir une institution africaine, il fallait recruter des jeunes Africains, les former et les préparer à prendre en charge toutes les directions techniques de la banque, et c'est ce qu'il a fait. J'ai eu la chance de faire partie de cette première promotion de ce qu'on a appelé les jeunes gradués, ils nous appelaient les soldats du développement. Très tôt, la banque s'est constituée un creuset d'expertise en se fondant sur la jeunesse. Elle recrute les jeunes talents dans les pays, les forme, tout en continuant le perfectionnement professionnel de ceux qui sont déjà sur place. Et c'est ainsi que très rapidement, elle a constitué une expertise avérée qui lui a permis d'évoluer et de s'adapter. Ce qu'il faut souligner avec force, c'est que rien n'est fait au hasard. Avant de faire quelque chose, il y a une réflexion approfondie. Je voyais une banque avec un siège endogène.
Ça veut dire quoi un siège endogène? Ça veut dire un siège qui reflète le culturel local, comme les Tata Somba par exemple, et les cases par exemple, et les formes cubiques par exemple. Dès le premier jour de l'installation de la banque, c'était dans un local de location avec une petite équipe composée d'une dizaine de cadres et une dizaine également de personnel d'accompagnement. Tout allait simultanément, la mise en place, l'évaluation des projets, le financement des projets, et au même moment, ils réfléchissaient à la construction du siège de la BOAD. Le président d'Amiba à l'époque, il a pris son bâton de pèlerin, il a fait le tour des pères fondateurs, des chefs d'État. Et à notre grande surprise, tous ont accueilli favorablement cette requête. Et ils ont contribué significativement à la construction du siège de la banque, au point que la banque n'a pas attendu très longtemps avant d'intégrer son siège comme les autres institutions de la place. D'autre part, en accédant à cette requête de la banque, les pères fondateurs aussi voulaient voir la banque évoluer rapidement. Et ils attendent beaucoup de la banque. Très rapidement, il a voulu que vraiment la banque soit opérationnelle. C'est-à-dire, au lieu de passer beaucoup de temps à la mise en place de pas mal de structures, etc., dès les premiers mois, pratiquement, c'est-à-dire, je crois que c'était au mois de mars ou avril 1976, il a entrepris d'effectuer dans les 6 demandes des missions de programmation pour constituer le premier portefeuille de projet de la banque. Et participer à ces missions-là était vraiment... nous donnait vraiment des sentiments de participer vraiment à quelque chose d'exaltant. Voyez, de participer à une œuvre qui était appelée vraiment à avoir une grande signification pour les 6 États membres de la banque. L'inauguration du siège de la banque. C'était très beau. Là, c'était la beauté de l'événement qui m'est resté dans la tête. Et le chef de l'État togolais, son Excellence le général Gnassingbé Yadema, était venu en personne. Il y avait le président du Conseil des ministres de l'UEMOA, qui était le ministre des Finances de l'époque. Il y avait le ministre des Finances du Togo, il y avait des ministres de la sous-région, etc., etc. Il y avait du beau monde dans le monde diplomatique, comme les invités du monde des affaires. Et la séance était très belle à plusieurs points de vue. Et surtout, les discours qui ont été délivrés à l'époque ont salué le progrès fait par la jeune institution, puisqu'à l'époque, en 1981, il n'y avait que 6 ans à peu près, donc très peu de choses. Et surtout, inviter les responsables de l'institution à poursuivre sur cette lancée. À l'époque, moi je suis secrétaire, on travaille avec les machines à taper, non pas les machines électroniques. Il faut savoir bien saisir les documents sans faute. Alors que dans la machine à écrire, si vous commettez des fautes, il faut passer du blanco et console, alors que ce n'est pas bon pour l'institution qui démarre comme ça. Donc il n'y a pas de bug dans la machine à écrire, on utilisait plutôt, pour avoir plusieurs copies, on utilisait des carbones. Ce n'est pas que les gens, carbone, machine à écrire. Et puis pour gommer, il y a les gommes rondes. Si tu ne fais pas attention, ça met les trous. Donc on arrive à s'appliquer pour présenter un travail neutre qui n'a pas beaucoup de fautes. J'ai beaucoup mis l'accent sur l'agriculture. Pourquoi? Parce que la majorité de nos populations
sont des populations agricoles. Et j'ai mis l'accent sur le soutien de l'encadrement et de l'animation du monde rural. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que sans l'encadrement et sans l'animation du monde rural, nous n'aurons jamais, je suis catégorique là-dessus, de développement. C'est dommage que, chemin faisant, cette conception ait été progressivement, a connu du recul progressivement. Mais il me paraît extrêmement important que l'encadrement et l'animation du monde rural est un premier point. Le deuxième point, c'est quoi? C'est l'industrie. Sans industrialisation, les pays subsahariens, je m'excuse, n'iront nulle part. Car l'industrialisation, c'est la mise en œuvre d'un savoir technique. Or, dans nos écoles, nous n'apprenons pas assez le savoir technique. Or, sans savoir technique, on ne peut pas développer l'industrialisation. En 1982, Baba Moussa remplace Damiba à la tête de la BOAD. Surnommé l'homme des procédures, Baba Moussa va affiner les instruments et outils de gestion de la banque. Il lancera aussi le premier emprunt obligataire de la BOAD. Le président Baba Moussa, ça c'était l'homme des procédures, un président rigoureux. Et il a fait établir des procédures dans l'ensemble des domaines de gestion de la banque. C'était dans une ambiance de rigueur que nous travaillions. Et si je me souviens bien, le président de l'époque, paix à son âme, Feu Baba Moussa, a dit « Je ne suis pas là pour vous donner de gros salaires, mais c'est pour former des hommes de demain. » Que lorsque vous partirez de cette banque, partout où vous irez, vous serez une référence. Et effectivement, en ce moment, on travaillait pour la gloire et l'avenir de la banque. Et je rends hommage aujourd'hui à tous ces pionniers, je les appelle dans mon jargon, les pionniers de la banque, ceux qui ont travaillé dur pour que la banque soit ce qu'elle est aujourd'hui, une banque de référence. Nous pensons que justement, en multipliant des genres d'opérations comme celles que nous venons de lancer, eh bien, il y aura une grande chance, si la sécurité est offerte, que la profitabilité est offerte, eh bien, à partir de ce moment-là, au lieu de placer de l'argent à l'extérieur, les gens placeront de l'argent par des achats, des obligations, des actions, et par cela, et par ce biais-là, contribuer au développement de nos pays. Nous avons estimé, à l'époque avec feu le président Baba Moussa, auquel je rends un grand hommage, un pieux hommage, nous avons estimé qu'il fallait que nous puissions mobiliser les ressources à l'intérieur de l'UMOA. C'était un pari osé, audacieux. C'est ainsi que nous avons, je vous passe les péripéties, après quand même moult ingénierie interne, recours à des sachants externes, réussi à lancer ce qu'on a appelé l'emprunt obligataire BOAD 1993-2003. C'était la première fois en Afrique, je dis bien en Afrique, qu'une institution réussissait à lancer simultanément dans tous les pays membres à l'époque 7, un emprunt qui avait les mêmes caractéristiques. Ce n'était pas évident parce qu'il n'y avait pas de bourse régionale. C'est ainsi que la BOAD, après avoir lancé un emprunt qui n'était que de 4 milliards de francs CFA en 1993, a réussi à créer au sein de la bourse des valeurs d'Abidjan, c'est la seule qui existait, un compartiment international pour coter cet emprunt et lui assurer une liquidité, ce qui a valu à cet emprunt un grand succès et qui a confirmé la bonne opinion
que les investisseurs avaient de la BOAD parce que les gens ont investi sur la seule qualité intrinsèque de la BOAD, sur le seul nom de la BOAD. 4 milliards en 1993, avec l'objectif d'endogénéiser le financement du développement. Au plan opérationnel, nous étions en 1993 et au deuxième semestre de 1993, il courait beaucoup de bruit autour de la dévaluation du franc CFA. Comme le président Baba Moussa avait été prudent, nous avons commencé à l'époque à renégocier les contrats d'emprunt que la BOAD avait signés avec des partenaires financiers extérieurs et qui étaient libellés en monnaie étrangère. Donc, il fallait faire en quelque sorte une course contre la montre pour qu'au moment où interviendrait la dévaluation, la banque ait remboursé le maximum d'argent emprunté dans des monnaies étrangères à ces institutions. Ce que nous avions réussi. La banque a perdu beaucoup d'argent, c'est vrai, mais je pense que ça aurait été une véritable catastrophe si ces dispositions n'avaient pas été prises. On avait un nouveau président. On avait un nouveau président qui était connu pour sa rigueur et tout. Et pendant la période d'élaboration du budget, il nous a convoqués, comme cela se faisait, sur la note de cadrage budgétaire. Donc il nous a donné une heure, on s'est retrouvés en salle de réunion. Mais il n'était pas là. Il ne venait pas, il est en retard, bon, je dirais, hein, il est en retard comme tout dirigeant. Et quand il est venu, il a dit « Bonjour chers collègues, je suis désolé de vous avoir fait attendre. » Ce sont des mots qu'on n'a jamais entendus, qu'on n'avait jamais entendus de la bouche d'un président. Alors là, je me suis retourné vers celui qui est à côté de moi. Je dis « Mais lui, avec ce qu'il vient de dire là, le président, il peut nous garder jusqu'à minuit. Il aura toute mon attention. » Et je le dis parce que on l'oublie souvent, c'est les petits gestes vis-à-vis du personnel, les petits égards comptent. Ces petits gestes comptent beaucoup, 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 autant peut-être que diront certains que la rémunération. Au temps de Baba Moussa déjà, nous avons commis un groupe d'experts de très haut niveau de la sous-région, Afrique et sous-région, pour réfléchir et faire un document qu'on appelait l'étude stratégique de la BOAD. Il y avait un gros document avec beaucoup de tomes qu'on a fait passer au Conseil des ministres, à la conférence des chefs d'État, qui déjà dans les... C'était au cours, je crois, du 20e ou 25e anniversaire, je ne me rappelle plus. Donc, il projetait déjà la BOAD pour les 10-15 années à venir. En arrivant en 1995 à la présidence de la BOAD, Yayi Boni va mettre le cap sur le secteur privé et le marché financier, tout en accordant une importance particulière à la coopération internationale et notamment à l'intégration de membres non régionaux dans le capital de la banque. Il fallait élargir. C'était en réalité ma préoccupation majeure. Élargir, mais pas n'importe quelle signature. C'est-à-dire, par exemple, les économies qui émergeaient à l'époque. Eh bien, mon souci était de tout faire pour doper encore l'image de la banque, sa signature et sa capacité à intervenir, à convaincre de la sous-région. Le président Yayi Boni, c'était l'homme de la coopération. Il a intensifié le partenariat entre la banque et les partenaires extérieurs. C'est lui qui est l'artisan de l'ouverture de la BOAD à l'Asie, avec l'entrée de la Chine et l'entrée de l'Inde. Alors l'entrée de la Chine, ça c'était un dossier très compliqué. Vous savez peut-être qu'à l'époque, dans nos pays, nous avions deux groupes. Un groupe qui était pour Taïwan et un autre groupe qui était en coopération avec la République populaire de Chine. Et quand nous sommes allés au Conseil des ministres, le débat n'était pas simple. Laquelle des Chines il fallait admettre au capital de la banque. Grâce à la perspicacité
au courage du président Yahi Boni, nous avons pu obtenir la souscription de la République populaire de Chine au capital de la banque. Et finalement, je pense que c'était une bonne chose parce que très tôt, la Chine s'est positionnée au deuxième rang par rapport à notre partenaire historique que constitue la France. Le président Yahi Boni venait juste de prendre fonction le 5 février 1995, si mes souvenirs sont bons. Et dès qu'il est arrivé, il a initié ce que nous avons appelé en son temps l'élaboration des grandes orientations de la BOAD. C'est un exercice qu'il a voulu pour repositionner la banque au regard du niveau d'activité de la banque, au regard des besoins de plus en plus importants des États en matière de financement et de développement, et également au regard des mutations, notamment, on venait juste de sortir de la dévaluation du franc CFA. Donc, il a estimé que la BOAD avait besoin de se projeter dans l'avenir. Et donc, il a initié cet exercice d'élaboration des grandes orientations de la BOAD. Et il a demandé à un certain nombre de personnalités de la sous-région et de l'international d'accompagner la BOAD dans cet exercice. Donc, il a été mis en place un groupe d'experts internationaux, avec les sommités comme Feu Mandé Sidibé, à l'époque, était père à son âme, il était président du conseil d'administration de Ecobank. Il y avait M. Pierre Moussa, si je me souviens bien, il était, je crois, PDG de Paribas. Et puis il y avait un ancien ministre togolais des Finances, il y avait le gouverneur de la BCAO, Charles Konambani. Et quand le président nous a appelés pour nous dire, bon, mais écoutez, les jeunes, vous êtes les rapporteurs du groupe, on a pris cela comme un honneur et comme un encouragement de sa part. C'est vraiment un moment historique de la banque, parce que c'est le point de départ du changement d'échelle des activités de la banque. C'est le point de départ d'une importante réflexion qui a repositionné la BOAD avec des valeurs qui ont été prises en compte, avec des niveaux d'activité de plus en plus importants et également la diversification de l'actionnaire de la banque a commencé à démarrer en ce moment. On l'a projeté dans l'avenir pour qu'aujourd'hui elle soit une institution de référence. L'initiative PPTE Pays pauvres très endettés, c'était pratiquement la même période dans la foulée des ajustements structurels. Parce qu'on s'est rendu compte que les États, la plupart, avaient dépassé le niveau d'endettement qui devait être le leur, à savoir un certain pourcentage du produit intérieur brut. Mais quand on regarde la capacité d'endettement de tous ces États, ils avaient crevé ce plafond. Donc, sous cette initiative. Mais la BOAD, nous avons quand même, il n'y a pas eu une seule réunion concernant un pays de l'UEMOA, que ce soit en Afrique ou ailleurs, à laquelle la banque n'a pas participé. Donc nous avons toujours fait comprendre notre spécificité en essayant de galvaniser les autres pour dire, bien, il faut mettre les conditionnalités, mais quand même, nos États, c'est comme le grand malade. Vous amenez un grand malade au service des urgences, si le médecin dit à vos parents, dites à vos parents d'aller chercher les médicaments avant que je ne vous soigne, il y a de fortes chances que le malade ne s'en sorte pas. Donc c'est ce message que nous avons essayé de faire passer. Au moins, il y a un minimum d'investissement qu'il faut faire pour maintenir l'outil de production à flot. Parce qu'il y a un pays qui n'a pas d'infrastructure, qui n'a pas de route. Les téléphones ne s'embarquent pas. Le réseau électricité, le réseau d'eau est vétuste. Il y en a qui datent depuis les années d'indépendance. Si vous les maintenez comme ça, en ne faisant aucun investissement de soutien, cela veut dire que tôt ou tard, l'outil va se dégrader à un tel niveau, on va parler de privatisation et quelqu'un viendra ramasser au franc symbolique. Nous n'avons pas intérêt. Donc nous avons fait passer ce message à toutes les réunions des PPTE, concernant les PPTO, pour dire que nos États, c'est vrai, nous reconnaissons que nous sommes endettés, c'est vrai, nous reconnaissons qu'il y a la mauvaise gouvernance, c'est vrai que nos infrastructures sont vétustes, mais il faut quand même que nous puissions jouer un rôle au niveau des bailleurs de fonds pour quand même maintenir l'outil de production et les aider à sortir de ce système-là. Je suis arrivé en 1995 du secteur privé et c'est à cette période que la banque s'est lancée dans les premières opérations commerciales. Et il y a eu beaucoup de difficultés et je pense que c'est dans ce cadre que j'ai été recruté au service juridique pour les accompagner.
Avec l'avènement de l'OHADA, il fallait revoir nos textes qui n'étaient pas en adéquation avec les opérations qu'on voulait faire. Et donc on a lancé des chantiers. Au début, c'était un peu difficile, vu ce qui était nos aînés ne connaissaient pas ce que c'était le secteur privé. Donc il y a eu des tiraillements. Et on a pu convaincre le management de la banque pour adapter nos textes à notre environnement juridique. Et à l'issue de ça, j'ai été promu chef de division. Et j'ai été le premier cadre, je crois, à signer les conventions de prêt. Et c'était à l'occasion du financement du projet 3e pont d'Abidjan, plus de 100 milliards. J'ai toujours l'habitude de dire que la BOAD, ce n'est pas seulement une banque de développement. Je dis souvent que c'est un laboratoire du développement. Et vous savez, la BOAD a été à l'origine, sinon a été le catalyseur de toutes les innovations financières en Afrique de l'Ouest ces dernières années. Je peux vous citer pêle-mêle, les fonds de garantie qui ont été mis en place, le capital risque, capital investissement, la caisse de refinancement hypothécaire, le rôle que la BOAD a joué dans la création de la banque régionale, de la bourse régionale des valeurs. Vous voyez bien, toutes ces innovations, ça a été fait au sein de la BOAD, ça a été conçu au sein de la BOAD. Tout ceci a permis effectivement d'enregistrer une croissance forte du secteur privé parce qu'on était décidé, on était vraiment décidé, tout en continuant de renforcer les infrastructures, en appuyant les États. Les États, il faut le reconnaître, il faut dire qu'il y a une époque, au point de vue de l'assainissement, de l'environnement des affaires, de manière à ce que, n'est-ce pas, le secteur privé puisse s'exprimer. Nous avons d'abord attaqué les entreprises qui étaient en activité. Et après, soutenir les pousses, les jeunes pousses. C'est-à-dire les petites entreprises en création. D'où la création de Cori, par exemple, et ça. Donc, il fallait le faire. Mais après un certain temps, nous avons constaté qu'on avait des difficultés aussi au niveau de la gestion du portefeuille. Les entreprises en création avaient du mal à rembourser leurs prêts. Je n'ai plus aujourd'hui le taux d'assainissement du portefeuille. Mais il savait, je me souvenais très bien que nous avons tenu des moments, des réunions stratégiques pour voir comment procéder pour continuer, mais tout en préservant notre portefeuille. Donc, réellement, effectivement, la banque ne s'est pas écartée de la promotion du secteur privé, notamment l'entrepreneuriat national est ici dans tous les secteurs, que ce soit l'agriculture, l'industrie, les bâtiments, le tourisme, le commerce, etc. À côté de la Chine et de l'Inde, la banque comptait déjà 5 autres partenaires non régionaux. La République française, KfW, agissant pour le compte de la République d'Allemagne, la Banque européenne d'investissement, agissant pour le compte de l'Union européenne, la Banque africaine de développement et le Royaume de Belgique. Ils seront rejoints par le Royaume du Maroc en 2013. En février 2007, M. Issa Coulibaly, alors vice-président de la BOAD, est nommé au poste de président par intérim de la banque. Il va mener à bien l'alignement stratégique et opérationnel de la BOAD sur le PER, Programme économique régional de l'UEMOA de 2006 à 2010, et va piloter la tenue de la table ronde des bailleurs du PER avec des résultats au-delà des espérances des États membres de l'Union. Donc, avec le programme économique régional, le PER, qui a été initié par l'UEMOA et dont la BOAD était l'agent d'exécution, on a parlé de beaucoup de choses en matière d'infrastructure, en matière de mobilisation des ressources, en matière de formation, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, l'institution BOAD, quand même, qui était, comme je l'ai dit, le maître d'œuvre du programme économique régional, il fallait qu'elle adapte sa stratégie à cet ensemble sous-régional qu'on est en train de monter pour l'Afrique de l'Ouest. En janvier 2008, Abdoulaye Biotchane est porté à la tête de l'institution. Il va installer la BOAD dans la séquence des plans stratégiques quinquennaux et consacrer le changement d'échelle de la banque en relevant le niveau des interventions et des engagements. La banque a bénéficié de l'expérience internationale
du président Abdoulaye Biotchane, qui travaille au FMI. Abdoulaye Biotchane a contribué à renforcer le portefeuille de la banque avec une croissance rapide de ses financements et il a amélioré de façon significative les conditions du personnel. Ce qui a permis la croissance fulgurante des engagements, c'est bien sûr à la base cette réforme-là et le plan stratégique. Nous avons modifié totalement ce qui était le cadre d'activité de l'institution. Par exemple, avant 2008, la BOAD ne pouvait pas intervenir dans un certain nombre de secteurs comme l'habitat, comme les produits primaires que nos pays produisent, le coton, le café, le cacao. Donc, nous avons pu moderniser assez rapidement la banque en accroissant les financements, en étant plus présent dans les États, en améliorant sa gouvernance et surtout en donnant satisfaction au personnel sur les conditions de service. Tout le monde cherchait à savoir qu'est-ce que cela pourrait donner. Et ça a été un exercice très inclusif. Et toutes les couches socio-professionnelles de la banque ont participé à l'élaboration de ce plan stratégique avec des groupes focus qui ont réfléchi chacun dans son domaine sur des thèmes, avec des panels, des séances plénières. Et pendant cette période, on sentait véritablement que nous vivions au rythme du plan stratégique. Si bien que chacun, quel que soit son niveau, pouvait parler du plan stratégique parce qu'il a été impliqué. Et ça a été un exercice très fédérateur des membres du personnel de la BOAD. Tout le monde a contribué à l'élaboration de ce plan stratégique et j'ai trouvé ça formidable parce que c'est nous qui connaissons la maison. Effectivement, on a un nouveau président qui avait une vision pour la maison, mais il s'est appuyé vraiment sur tout ce qu'il y avait comme ressources en interne pour l'élaboration de ce plan stratégique. La BOAD est une institution, je trouve, qui a démontré au fil des ans, qui a démontré une certaine capacité à innover, à anticiper. C'est une institution socialement responsable. Et ce qui est important et extraordinaire, c'est une banque qui sait d'où elle vient, c'est une banque qui sait où elle se situe aujourd'hui avec une parfaite maîtrise de son environnement et c'est une banque qui sait où elle va. Dans ce plan stratégique, il y avait une ambition qui était très louable, à savoir l'accès de la BOAD au marché financier international. Donc c'était un objectif phare du plan stratégique. Et cet objectif phare du plan stratégique, il y avait des conditions qu'il fallait réunir. Et la première condition, il fallait que la BOAD fasse passer ses comptes en normes comptables internationales. En 2010, c'est la toute première fois que les comptes de la BOAD ont été produits en normes comptables internationales et lisibles sur les marchés internationaux. En tant que financier, cela nous a permis d'améliorer au fur et à mesure. Donc, notre résultat qui a évolué donc, en 2007 de 1,2 milliard pour aller progressivement jusqu'à s'établir en fin 2021 à 31 milliards. Nous avons connu un déclic à partir de 2008-2009 avec l'arrivée du président Biotchane qui nous a doté de notre premier plan stratégique sur une période de 5 ans, le plan stratégique 2009-2014, un plan ambitieux. Et c'est à partir de là qu'est parti chaque quinquennat qu'on puisse avoir un plan qui nous sert de guide, de référentiel pour mener nos activités. Donc ça a été un déclic, on a atteint des niveaux d'activité, si je puis dire, on a fait en 10 ans ce qu'on n'a pas fait en 40 ans. Très clairement, ces 10 dernières années, ces 10 ou 15 dernières années, en tout cas ces 10 dernières années, la banque a révolutionné. Nos niveaux d'engagement ont été multipliés par 2, par 3.
Je prends l'exemple de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, en termes de volume d'engagement, on est à peu près à 1400 milliards de francs CFA sur ces 50 ans, dont près de la moitié ont été financés ces 10 dernières années. Donc c'est dire un peu le volume, l'évolution exponentielle de financement que la banque a pu engager. La banque doit être innovative dans la quête des solutions à nos problèmes, les solutions aux problèmes des entreprises. Elle doit collaborer avec les autres partenaires locaux, régionaux, internationaux pour apporter justement le plus de solutions, le plus de pertinence à nos économies. Ensuite, effectivement, il faut qu'elle, parce que c'est une banque sous-régionale, il faut qu'elle soit, elle amène des solutions à l'intégration régionale. Beaucoup de banques, surtout internationales, n'ont pas les outils pour intervenir sur des projets intégrateurs qui réunissent plusieurs pays, qui réunissent plusieurs entreprises. La BOAD doit avoir la capacité de le faire. En 2011, Christian Adovolande prend le relais d'Abdoulaye Biotchane. Homme de la maison, avec à la clé la connaissance aiguë des missions de développement de la BOAD, il va porter l'institution dans la cour des grands sur la scène mondiale. Le président Adovolande, lui, c'est un homme de la maison. Il a une parfaite connaissance de ce que c'est le financement des projets de développement. Et il a su mettre au service de la BOAD cette expérience. Et c'est avec lui, justement, que la BOAD, en 2015, a obtenu sa notation internationale. Nous avons entrepris un certain nombre de réformes, notamment la refonte complète de nos normes fiduciaires, tout ce qui est comptabilité, planification, gouvernance environnementale et sociale, système d'information, éthique. Donc tout ça là a été remis en question, mis à plat, réformé. Et c'est lorsque nous avons terminé tout ce travail que nous avons ouvert la banque et les livres de la banque aux agences de notation. Et vous connaissez la suite, ça nous a permis d'avoir les meilleures notations en Afrique de l'Ouest. C'est un projet qui remonte dans les années 2000. Et déjà en 2009, nous avons eu à travailler, à nous investir sur ce projet qui a abouti en 2015 à la notation financière internationale de la BOAD, l'une des meilleures signatures sur le continent africain. Et grâce aux bénéfices donc de cette notation, la banque a pu accéder sur le marché financier international et lever des ressources aussi bien en volume important, mais également à des conditions financières adaptées pour financer le développement de nos économies. Le financement du développement requiert des ressources compatibles, des ressources adaptées. Et c'était un projet challengeant, c'était un projet stratégique, c'était un projet structurant pour l'institution et nous sommes fiers. Nous sommes fiers d'avoir contribué à ce projet. Nous sommes fiers aujourd'hui de voir la signature BOAD reconnue au niveau international auprès de ses partenaires et permettre à la banque de mieux jouer son rôle de financement du développement. Je parlerai de la reconnaissance internationale de la banque comme étant une institution sérieuse et crédible, notamment à travers sa notation internationale, elle a une très bonne cotation, et son accréditation au certains mécanismes des Nations Unies, notamment le Fonds pour l'environnement mondial. Et je me souviens que quand on a eu ces différentes reconnaissances, en plaisantant avec le président, nous avions dit qu'on ne joue plus dans le championnat local, mais on jouait maintenant à la Champions League et que nous avions maintenant l'obligation d'ambitionner d'aller plus loin pour encore faire mieux pour nos États membres. Le jour où nous avons bouclé l'opération Premier Eurobond. Parce qu'à un moment donné, la banque a connu une crise de compétitivité avec les banques locales. Vous savez, le principe, c'est le principe de subsidiarité, c'est-à-dire que la banque ne devait pas compétir, faire une concurrence avec les banques locales, mais devait les accompagner. Donc, quand on vient autour de la table, nous donnons des conditions plus favorables. Mais à un moment donné, les ressources que nous mobilisions au niveau du marché sous-régional financier ne nous permettaient plus de donner des conditions plus favorables que les conditions des banques commerciales. Et c'est là où on a pris la décision d'aller sur le marché financier international. C'est le jour où mon président m'a appelé pour me dire « Oreille, tu vas faire partie de l'équipe qui va faire les roadshows pour les émissions d'emprunts obligataires. »
Et nous devions former une équipe pluridisciplinaire avec une volonté, bien évidemment, de vendre la banque, entre guillemets. Quand je dis vendre, c'est bien sûr exposer les atouts de cette institution. Et je peux vous dire qu'en sillonnant Londres, Washington, Boston et j'en passe, nous avons eu en face de nous des investisseurs qui nous ont renvoyé le reflet d'une banque assez solide, avec des fondamentaux et surtout une belle histoire que ces investisseurs aimaient et ont voulu nous faire comprendre en achetant le papier BOAD. Et je peux vous dire, encore une fois, que parfois, il nous arrivait même de faire des nuits blanches, d'un avion à un autre, mais c'était tellement, j'allais dire, intéressant et exaltant, justement, que je peux vous dire qu'on ne voyait même pas le temps passer. Nous avons pu lever des ressources abondantes à de meilleures conditions. Nous avons ainsi réalisé depuis 2016 4 eurobonds pour un montant global de 1 900 milliards de francs CFA. Et ce montant représente presque le double de ce que nous avons réalisé sur le marché régional des capitaux en une vingtaine d'années. 3 eurobonds en 3 ans, c'est beaucoup d'argent. Je dirais que déjà avec les niveaux d'activité que nous avions, vous avez parlé tout à l'heure du doublement de nos engagements totaux, nous avons déjà changé la dimension de la banque. Mais là, avec les eurobonds, je peux vous assurer que la banque a changé de statut. Les gens ont commencé par regarder la banque différemment. La BOAD a fait quand même un grand chemin. Depuis sa première opération en 1976, et la création du Fonds de développement de l'énergie et la cotation internationale de la BOAD et l'émission internationale de bons de trésor, ce qui en fait une banque toujours plus novatrice et toujours plus vigoureuse. Je veux aussi souligner l'esprit d'innovation et de créativité de la BOAD. Actuellement, nous nous sommes partis, mais je vois que la maison évolue bien avec un processus d'augmentation du capital et d'ouverture du capital. Ça veut dire qu'il y a toujours plus de fraîcheur, toujours plus de nouveautés, et c'est une banque qui va de l'avant. Serge Ekoué, quant à lui, un banquier intégral familier du système du marché des capitaux et les arcanes de la banque privée, va ouvrir une nouvelle page dans la trajectoire historique de la BOAD avec le plan Djoliba. Monsieur Serge Ekoué est le nouveau président. C'est quelqu'un qui a une parfaite connaissance des marchés des capitaux, qu'il a déjà commencé à mettre au service de la banque. Il a une expérience du secteur privé, de la banque privée, qui, je pense, va permettre une plus grande flexibilité et une meilleure réactivité de la BOAD pour pouvoir s'ajuster et satisfaire les besoins de financement des États. Nous sommes engagés à consentir un volume de financement d'environ 3 300 milliards. C'est à peu près 5 milliards d'euros sur le quinquennat 2021-2025, dont au moins un quart pour soutenir le développement du secteur privé. Au moment, voyez-vous, où nous célébrons notre cinquantenaire, il est bon de s'arrêter sur l'état de la mise en œuvre de notre plan. À fin juin 2023, les financements cumulés depuis le début de la mise en œuvre du plan Djoliba, les financements s'élèvent à un peu moins de 1 600 milliards de francs CFA. S'agissant de la mobilisation des ressources, la banque a réalisé, vous le savez, en janvier 2021, la première émission obligataire à objectif de développement durable. Sur le marché financier international, nous avons réussi à lever 750 millions d'euros, soit près de 492 milliards de francs CFA. Lorsque l'on regarde le total des ressources ainsi mobilisées au cours de la période du plan Djoliba, nous sommes à plus de 800 milliards de francs CFA. L'augmentation de capital est essentielle. L'augmentation de capital est vitale. Alors le projet Peninsula de renforcement de nos fonds propres, renforcement des fonds propres de la BOAD, pour un montant équivalent, sa première partie, à un peu plus de 550 milliards de francs CFA, soit à peu près 900 millions de dollars. Ce plan a été exécuté à 80% au 30 juin 2023. Nous avons
par ailleurs lancé une émission de titres de dette super subordonnés à fort contenu en capital, pour un programme de l'ordre de 370 milliards de francs CFA, c'est à peu près 600 millions de dollars, et ainsi une opération de 100 millions de dollars, 70 milliards de francs CFA. Cette opération est en cours. Nous travaillons également à l'entrée au capital de nouveaux actionnaires. Ceci est en cours de validation. Le renforcement technique des fonds propres a été approuvé par notre Conseil à hauteur de 90 milliards de francs CFA. Nous travaillons également, parallèlement à cette opération d'augmentation de capital, à l'optimisation financière de notre bilan. Tout d'abord par une titrisation cash d'un certain nombre de créances. La banque a réalisé avec succès, je tiens à le souligner, sa première opération de titrisation en avril 2023 avec l'appui de BOAD Titrisation pour un montant de 150 milliards de francs CFA. Nous avons également procédé en juillet 2023 à une opération d'assurance de portefeuille des créances souveraines avec la signature d'une police d'assurance crédit de 278 milliards de francs CFA. Par le recours à cet instrument-là, nous rehaussons la qualité du bilan. Nous améliorons, nous renforçons le profil de risque de l'institution, ce qui permettra de consolider notre rating investment grade et nous permettra de toujours disposer de ce fameux sésame qui nous permettra de pouvoir lever des fonds aussi bien sur le marché domestique que sur le marché international à des conditions les plus avantageuses possibles. Je pense qu'au bout de 50 ans, on peut parler de bilan. Et parlant de bilan, je dirais juste un chiffre. 8 000 milliards de francs CFA. 8 000 milliards de francs CFA injectés par la BOAD dans l'économie de la zone. 8 000 milliards de francs CFA pour financer des infrastructures, des routes, des ports, des aéroports. 8 000 milliards de francs CFA pour aider à augmenter nos capacités énergétiques. 8 000 milliards de francs CFA pour participer au développement de la production agricole, de l'agrobusiness, et ainsi aider à arriver à une souveraineté alimentaire. 8 000 milliards de francs CFA pour également construire des logements sociaux abordables pour pouvoir loger nos populations. 8 000 milliards enfin pour la santé, pour l'éducation de nos enfants. C'est dire juste que ce que nous avons fait jusqu'ici ne nous amènera pas là où on va aller. Et dans ce cadre-là, nous sommes dans le cadre de cette célébration, de la célébration de cet anniversaire. Au-delà de l'aspect festif, nous voulons faire notre introspection et réfléchir à la BOAD de demain. Comment répondre à tous ces besoins nouveaux, complexes, qui sont les nôtres aujourd'hui. Et dans ce cadre, nous avons organisé avec nos partenaires financiers et techniques, avec le personnel de la banque, nos administrateurs, avec l'ensemble des partenaires pour réfléchir à cette BOAD de demain. Comment financer le développement autrement? Les réflexions sont initiées au travers d'ateliers thématiques pour échanger sur comment soutenir la souveraineté alimentaire et la résilience climatique, financer la transformation des produits agricoles, mettre en place des mécanismes de financement innovants pour un développement durable, renforcer la synergie des services financiers pour mieux promouvoir le développement des micro, petites et moyennes entreprises et financer le développement humain, le financement de l'habitat abordable, la santé et de l'éducation. Les résultats de ces réflexions nous permettront ensemble, avec les parties prenantes, de définir de nouveaux axes. Elles devraient s'impliquer davantage dans la définition des politiques d'investissement, les choix des secteurs stratégiques et la maturation des projets intégrateurs dans la sous-région. Elle pourra ainsi renforcer son rôle catalyseur de financement par une mobilisation accrue des bailleurs de fonds internationaux autour des projets régionaux d'envergure. Aujourd'hui, l'innovation et la créativité demeurent des priorités pour avoir une maîtrise parfaite de notre marché. Dans ce cadre-là, la BOAD, en tant que bras financier de l'UEMOA, puissant véhicule
pour transformer, accompagner le développement des États, a décidé de contribuer de façon massive à cette vision des États membres, à travers notamment le financement d'infrastructures stratégiques dans les pays, promouvoir l'intégration économique régionale, également accompagner et soutenir le secteur privé pour le rendre plus compétitif, mais aussi appuyer le secteur financier à l'effet d'apporter un appui conséquent aux petites et moyennes entreprises de notre région. Cela ne serait possible que par la mobilisation de ressources financières à l'international, à des conditions et des modalités adaptées pour les économies de nos États, pour enfin leur permettre de soutenir cette dette, qu'elle soit soutenable et durable pour nos économies. Et cette vision déclinée par nos États est reflétée amplement dans le plan stratégique Djoliba de la BOAD, adopté il y a 2 ans et demi, à travers ces 5 axes prioritaires qui sont d'ailleurs en cours de déploiement. Aujourd'hui, il est incontestable que le métier de banquier général, d'une part, et surtout celui de banquier de développement, exige de l'attention aux mutations qui touchent tous les secteurs de l'économie, dans un environnement complexe et incertain. Il est par ailleurs important d'avoir de la clarté sur le cap qui est le nôtre, de la lisibilité dans nos actions et nos interactions. Pour accompagner ces mutations, nous devons être en mesure de disposer de plus en plus de ressources pour intervenir, pour apporter des réponses techniques et ou opérationnelles afin de faciliter notre adaptation aux changements en cours, qu'ils soient socio-économiques, climatiques, politiques ou sécuritaires. De même, les compétences et les missions des collaborateurs doivent s'adapter aux nouveaux métiers qui apparaissent, aux nouveaux horizons qui s'ouvrent. C'est l'un des constats majeurs qui a soutenu la réflexion que nous avons menée et qui nous a conduit à l'élaboration du plan Djoliba, notre plan stratégique 2021-2025. Une chose est sûre, la BOAD est aujourd'hui en train de franchir un nouveau cap vers l'avenir et comme le dit si bien un ancien cadre de la banque, la BOAD a un plan stratégique, donc elle connaît son cap. Il n'y a pas de vent favorable pour qui ne connaît pas son cap. La BOAD, elle connaît son cap.